Alors c'est quand la dernière fois que le contenu d'une page web a compté pour vous? C'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare et donc c'est de plus en plus précieux. Et pourtant, quand ça arrive, sans le savoir, vous croisez toutes les personnes pour qui, comme vous, ça compte. Et si vous pouviez les croiser vraiment, toutes ces personnes, quelles autres pages web est-ce qu'elles vous conseilleraient? Et vous, quelles autres pages est-ce que vous leur recommanderiez? C'est le concept qui est derrière Needle, une technologie qui a été développée au Centre de recherche sur les médiations, sur la base de mon invention et de mes travaux de recherche, et qui vous propose, vous pouvez aller l'expérimenter, les bêta-tests ont débuté sur une toute nouvelle version. Rendez-vous sur cette adresse, cliquez sur « Rejoindre la bêta » et vous recevrez un email avec le lien vers le serveur sur lequel créer votre compte et faire l'essai. Donc cette technologie, elle vous permet d'indexer les différentes pages web qui comptent pour vous. Lorsqu'un contenu un document, un contenu sur Internet vous inspire, eh bien vous y consacrez une fiche. C'est très court, vous n'êtes même pas obligé de saisir quoi que ce soit d'autre que cette adresse. Et cette fiche, vous allez l'ajouter à votre fil. Et ce fil, il va croiser celui de toutes les autres personnes qui, comme vous, ont trouvé cette page web intéressante et qui ont contribué à Needle. Et à partir de là, ça va vous permettre d'aller parcourir leur propre fil à la découverte des contenus qui comptent également pour ces personnes qui ne sont peut-être pas des contenus dont vous aviez eu connaissance, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément pensé à les chercher sur le web et que nos propres amis, notre environnement, notre réseau social ne les a pas forcément partagés. Et avec ces personnes, une fois que vous êtes intéressé au contenu que l'une ou l'autre a partagé, vous allez pouvoir entrer en contact et puis pourquoi pas collaborer à plusieurs sur des carnets que vous allez consacrer à des thématiques, des défis, des enjeux qui sont importants pour vous, des sujets qui vous réunissent. Et ces carnets, vous allez pouvoir les partager avec votre communauté, avec l'extérieur, pour permettre à d'autres de les découvrir, d'y contribuer et de rejoindre à nouveau ce réseau. Donc voilà la proposition de Needle. Needle aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis président et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Profluence, qui est née en mars dernier et qui a pour vocation à valoriser ce résultat qui est issu de mes recherches. Alors, on parle du quotidien de chercheur aujourd'hui. J'ai donc un quotidien assez particulier par rapport à beaucoup de mes collègues, puisque aujourd'hui, je ne suis plus en position d'enseignant-chercheur, je suis mis à disposition de cette start-up. Et à ce titre, mon quotidien, c'est celui d'un entrepreneur, mais un entrepreneur qui vient du monde académique, un entrepreneur qui a inventé une technologie, qui cherche à la développer, à la pérenniser, à l'aider à trouver son public, et puis qui compte bien pouvoir continuer à développer de la recherche, du développement autour de cette technologie, et puis d'autres autour de ce concept. Alors, pour vous expliquer comment on en vient là quand on est chercheur, je vais revenir en arrière. Il y a 9 ans, une thèse qui portait grosso modo sur le 9e art. Alors le 9e art, la bande dessinée numérique plus précisément. Et dans ce cas-là, il s'agissait même pas réellement d'une thèse sur la bande dessinée, mais davantage d'une thèse sur des auteurs et des lecteurs de récits publiés sur Internet, de récits qui se réclamaient de l'héritage de la bande dessinée. Et donc ce sont ces auteurs et ces lecteurs qui ont été mon objet d'étude, que j'ai interrogé pour chercher à comprendre comment ils en étaient venus à, pour certains, à inventer et pour d'autres, adhérer à de nouvelles manières de raconter des histoires. Ce que j'appelais l'innovation narrative. Alors mon quotidien de jeune chercheur, celui de beaucoup d'autres jeunes chercheurs, il a consisté à des séminaires avec les équipes du laboratoire, avec l'association des jeunes chercheurs du CREM, extrêmement important parce que ça permet de sociabiliser, de rencontrer d'autres jeunes chercheurs et de partager ces problématiques. Il se trouve que j'étais en activité professionnelle à ce moment-là, je vais revenir aussi un petit peu en arrière par rapport à ça tout à l'heure. Mais ce quotidien de jeune chercheur, il se partageait pour une moitié de mon temps, on va dire, entre cette activité professionnelle qui était préexistante et puis un congé de formation qui me permettait de me consacrer à mes recherches de thèse. Donc des séminaires, des réponses très vite à des appels à publication, à communication, puisque pour réagir au vertige que ça peut représenter de se lancer 3 ans sur un sujet, qui plus est dans une discipline qui était relativement nouvelle pour moi, puisque au final, tout comme Aurélie Michel, je viens des arts plastiques à l'origine, et donc les méthodes en sciences humaines et sociales c'est pas des choses sur lesquelles j'avais bénéficié d'une formation. Comme vous l'avez compris, la recherche en arts plastiques, c'est l'articulation
corrélation étroite entre de la pratique artistique et de la théorie. C'est assez différent des méthodes qu'on peut développer traditionnellement en sciences de l'information et de la communication. Donc pour m'acculturer à ces disciplines, c'est passé par des réponses à des appels. L'idée, c'était simplement de regarder qu'est-ce qui se passait dans la discipline, sur quel sujet est-ce qu'on appelait les chercheurs à formuler des propositions, et puis de voir si ça faisait écho avec mes propres préoccupations, les questions qui m'avaient amené à faire cette thèse. Et en y répondant, de me coltiner à l'exercice et progressivement de monter en compétence et de constituer le matériau de cette thèse pour ensuite pouvoir la rédiger, ce qui a été peut-être plus simple pour moi que pour d'autres, puisque ma pratique professionnelle au quotidien comporte une grosse part de rédaction et d'écriture, donc c'est quelque chose qui m'est sans doute assez facile. Alors cette pratique professionnelle, c'est celle d'un communicant, puisque donc je démarre cette thèse en 2011, mais depuis 2005, je suis ingénieur d'études, concepteur-rédacteur de sites web à l'université de Metz. Université de Metz qui, en 2011, est sur le point, à l'aube, de fusionner avec les universités de Nancy pour devenir l'université de Lorraine. Et à cette période, eh bien, quand on est communicant, le quotidien professionnel est moins épanouissant qu'il a pu l'être ou moins stimulant parce qu'il y a beaucoup d'attentisme. On attend de savoir comment les choses vont se structurer et on gère le quotidien, mais il n'y a plus forcément de projets stimulants comme il peut y en avoir il a pu y en avoir les années précédentes. Donc je suis face à cette situation qui fait que je ne m'épanouis plus forcément professionnellement. Je suis face également sur le plan personnel à une passion pour la bande dessinée numérique qui m'a amené depuis le début des années 2000 à y consacrer un annuaire pour faire connaître ce type de création, puis un site d'hébergement pour faciliter la publication de récits comme ça sur Internet. Et malgré tous ces efforts, et puis pas seulement les miens, mais des personnes dans ce petit monde qui gravitent autour et puis qui s'efforcent de faire connaître ou de faire monter peut-être un marché, de professionnaliser des auteurs, eh bien, je vois que les choses ne prennent pas vraiment. Et donc sur ce plan-là aussi, les choses ne décollent pas trop. Il y a une espèce de flou. Et je commence à me poser des questions pour lesquelles l'espace que j'ai sur le blog, sur lequel je partage mon expertise sur ce domaine, ne suffit plus à poser une réflexion suffisante pour amener des réponses. Donc il y a cette envie d'aller vraiment approfondir des choses, revenir peut-être à de la recherche, à de la théorie, et c'est là qu'on est rattrapé par cette habitude héritée des arts plastiques de je crée des choses, je produis des choses, j'entreprends, et ça m'amène des questions, et ces questions, à un moment, elles m'amènent à devoir aller chercher plus loin en termes de théorie. Donc il y a, dans mon cas, peut-être une circularité où on va de la théorie à la pratique. C'est pas forcément simultané, c'est l'un puis l'autre. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis en train d'entreprendre, de créer, là aussi, parce que je suis dans une phase où les questions, et un certain nombre de questions sont nées de la thèse, et m'amènent à avoir besoin de créer quelque chose, et peut-être que cette création m'amènera à de nouvelles questions, ou en tout cas à avancer de nouvelles réponses. Donc il y a toute une démarche comme celle-là. Et donc la décision de me lancer dans une thèse, elle part de là, elle part de questionnements autour d'un sujet qui m'est très cher, que j'ai besoin d'approfondir. Elle part du fait que professionnellement, c'est sans doute le bon moment, parce que il y a un petit temps de creux qui permet de dire, c'est peut-être le moment de demander un congé de formation et puis d'essayer de faire autre chose. Professionnellement, c'est aussi la thèse, finalement, l'idée que c'est peut-être un sésame, parce que le grade au-dessus de l'ingénieur d'études, c'est l'ingénieur de recherche. L'ingénieur de recherche, en théorie, il est titulaire d'un doctorat, donc je me dis, ça m'ouvrira peut-être des portes comme celle-là. Puis à côté de ça, très très rapidement, après avoir débuté mon activité professionnelle, eh bien, je me suis retrouvé à enseigner devant les étudiants qui me succédaient dans la formation dont j'étais issu, puisque j'étais issu d'un DESS en contenu et projet Internet. Aujourd'hui, c'est le master de conception de produits, de projets numériques. Et donc, dès 2006, je me retrouve à enseigner devant ces étudiants, et je trouve cette expérience passionnante parce qu'elle me permet de prendre du recul par rapport à ma pratique professionnelle, d'en témoigner, de m'interroger sur ma pratique professionnelle de communicant. Et comme je m'épanouis dans l'enseignement, je me dis finalement, il faut essayer la recherche, parce que peut-être qu'à un moment, j'aurais envie, est-ce que peut-être l'articulation des deux me conviendra bien.
C'est tout ça qui me pousse en 2011 à aller frapper à la porte de mon ancienne enseignante, Brigitte Simoneau, pour lui dire, voilà, est-ce que c'est cohérent comme projet? Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça, compte tenu du fait que j'ai pas de formation initiale dans la discipline? Et puis, est-ce que tu voudrais bien être ma directrice, sachant que tu fais pas du tout des recherches sur la bande dessinée, mais par contre, je suis certain que les outils que tu mobilises pour faire des recherches sur le numérique dans l'enseignement, par exemple, sur, voilà, de manière générale, pour comprendre l'environnement numérique, tous ces outils-là seraient très utiles pour explorer ce que je vais explorer, parce que ce que je constate, c'est que la recherche autour de la bande dessinée, c'est essentiellement des historiens, des théoriciens, sémiologues de la bande dessinée, et que c'est pas ça qui va me permettre de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces auteurs qui inventent de nouvelles manières de raconter des histoires. Donc c'est tout ça qui crée l'envie de faire de la recherche, qui fait que pendant 3 ans, je m'éclate dans cette pratique, et qu'à la fin des 3 ans, c'est un peu la douche froide parce qu'il faut vraiment revenir là pleinement à l'activité professionnelle quotidienne, alors que je suis dans un vrai élan, que j'ai encore voilà, des publications, des communications qui sont en perspective. Donc très très naturellement, je dépose un dossier de qualification. Hein, on le dit pas forcément souvent, mais une thèse c'est pas suffisant pour devenir enseignant-chercheur. Il faut également être qualifié dans sa discipline. Pour être qualifié, il faut avoir enseigné, il faut avoir publié, il faut avoir communiqué, pas seulement signé sa thèse. Peut-être parfois pris des responsabilités éventuellement, mais en tout cas, il faut apporter un certain nombre de preuves. Heureusement, je les avais sans m'être pas du tout posé ces questions-là, parce que j'avais la naïveté d'avancer comme ça. J'ai rempli les cases, mais sans le savoir. Donc la qualif, elle est tombée toute seule. Là où c'était plus compliqué, c'est que j'étais à ce moment-là dans une situation personnelle particulière, puisque j'étais divorcé, avec un enfant de 5 ans en garde alternée, et que dans ces conditions-là, il était difficile d'envisager de candidater partout en France. Or, les canons du recrutement aujourd'hui des enseignants-chercheurs, ce sont des gens mobiles sur voilà, tout le territoire national. Dans mon cas, j'étais contraint de sélectionner les postes qui convenaient en termes de profil, mais aussi qui pouvaient convenir en termes de géographie. Donc, ça limitait un petit peu le choix. Et dans ce choix limité, je me suis engagé à fond dans les premières candidatures et puis je n'ai pas été auditionné. Alors là, ça fait un petit peu mal. On se dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Et pendant ce temps, on continue d'enseigner, on continue de communiquer et de publier parce qu'il faut maintenir un CV de chercheur. Donc le quotidien du chercheur, du jeune chercheur qui est dans la position transitoire de j'attends peut-être un poste, j'y suis pas encore, j'ai fini ma thèse, il est assez particulier parce que dans tous les cas, vous avez des gens qui accumulent des contrats précaires. J'avais la chance, moi, d'avoir un emploi de fonctionnaire, mais par contre un emploi qui avait un certain nombre d'exigences. Alors j'ai bénéficié heureusement d'une compréhension de ma hiérarchie et puis d'occasions qui ont permis de trouver des missions qui permettait d'articuler de la recherche et de la pratique. Et bon, vous avez compris, c'est quelque chose qui m'est assez spontané et finalement qui me convenait très très bien. Dans un premier temps, ça a pu tourner autour de Factuel, le site d'information de l'Université de Lorraine. Aujourd'hui, vous le connaissez bien. En 2014, on l'a créé. Voilà, j'en étais à l'initiative, je l'ai conçu, je l'ai configuré. Les collègues infographistes se sont chargés de mettre tout ça voilà, dans une palette et tout à la charte de l'université. On a commencé à l'alimenter. Et puis dans mon cas, j'ai écumé la Lorraine à la rencontre des chercheurs qui innovaient de manière interdisciplinaire, à la rencontre de plusieurs disciplines pour créer des projets, pour moi pouvoir simplement présenter ces projets au gré d'articles sur Factuel. Et ça m'a permis de me convaincre d'autant plus que voilà, c'était des gens avec lesquels j'avais envie de côtoyer et que ça m'intéressait. Et puis ce qui a suivi, ça a été The Conversation France, un site d'information journalistique, mais qui est basé sur l'expertise universitaire, puisque ce sont des chercheurs qui signent les articles. Et en 2015, The Conversation se lance. L'Université de Lorraine est membre fondateur du média. Et je saisis cette occasion de dire moi je veux bosser autour de ce partenariat, là vraiment ça me conviendrait très bien, et ça m'a permis de collaborer étroitement avec la vice-présidente de l'université en charge de la communication à cette période, Violaine Apple, qui était également maître de conférence dans mon unité de recherche, le CREM, et dans cette collaboration, ça nous a permis à tous les deux de développer des recherches en parallèle avec la collaboration qu'on avait avec le média. Donc des recherches qui tournaient autour des questions qui entourent la rencontre entre deux mondes qui ne se connaissent pas forcément bien, le monde des journalistes et celui des chercheurs. Donc ça m'a permis voilà, d'avoir on va dire, des os à ronger et puis aussi de me nourrir pas mal intellectuellement, de découvrir d'autres champs.
et d'avoir un quotidien qui soit malgré tout satisfaisant pendant la période de recherche de poste. Avec malgré tout une difficulté, c'est qu'à mesure que vous enchaînez des campagnes de poste et puis que vous terminez second, ce qui est la pire place possible, vous vous épuisez. Voilà. J'en suis arrivé à un stade où j'étais tiraillé entre cet épuisement et puis les injonctions qui pouvaient arriver, les demandes de plus en plus pressantes, à dire, bon, à un moment, Julien Felgas, peut-être qu'il va falloir qu'il abandonne ses illusions, peut-être qu'il va rester ingénieur, quoi. Hein, voilà. Donc, quand vous avez un petit peu tout ça qui se mêle, ça devient un peu difficile. L'oxygène, il est arrivé avec le projet Needle qui, fin 2015, germe dans mon esprit. Et puis, ça m'amène à aller frapper à la porte de l'incubateur Lorrain, qui est la structure qui accompagne les chercheurs quand ils ont des technologies qui sortent un petit peu qui peuvent sortir du laboratoire. À ce moment-là, il n'y a pas du tout d'idée que ça puisse générer quoi que ce soit d'un point de vue économique. Mais avec l'aide de l'incubateur Lorrain, leurs conseils, leur accompagnement, leur confiance, eh bien, je parviens à décrocher un petit financement de valorisation non économique qui permet de développer un premier prototype. Et puis les choses s'entraînent. Et puis ce contact avec l'incubateur les amène en fait à me proposer en 2019 de les rejoindre en tant que chargé de projet pour accompagner à mon tour des porteurs de projets de création d'entreprises issus de différentes disciplines et notamment des sciences humaines. Et l'idée c'était de dire, ben voilà, Julien Felgas, il connaît sur le bout des doigts le territoire, le périmètre un petit peu des disciplines en Lorraine, et puis qui sont les différents chercheurs, les labos de la Lorraine. Et puis il a ses compétences en communication qui nous seraient bien utiles. Et puis du côté de l'incubateur Lorrain, il me formait, il m'apprenait, il me faisait découvrir cet univers un peu nouveau pour moi de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et ça a été une période très très stimulante. Et paradoxalement, sur le plan de la recherche, ça a été aussi assez productif, puisque le projet Needle ayant donné lieu à une création visible, rendue publique, testée par des gens, on retrouve le côté recherche-création, ça m'amène très naturellement, très spontanément à le présenter à travers des publications, des communications, et ça fait, ça rencontre un certain succès, on va dire, dans la discipline. J'étais très surpris de voir le nombre de réponses à des appels. Au bout d'un moment, j'ai tellement de réponses qui étaient acceptées que je me suis dit, mais comment je vais gérer tout ça, quoi. Donc c'est une période qui est assez stimulante. Et puis de manière totalement inattendue, on va dire, je pense que ça aurait été ma dernière campagne de poste en 2019 si ça n'avait pas abouti. Je saisis cette dernière occasion de trouver un poste et puis il se trouve que je le décroche. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à être maître de conférence donc, au centre de recherche sur les médiations et à l'IUT de Moselle-Est. Donc je fais la rentrée de 2019 et là c'est pas forcément une période facile. C'est pas forcément une période facile parce que je découvre un public vraiment différent de celui auquel je suis habitué. J'ai déjà enseigné en IUT, mais pas dans ces filières-là, pas sur un site délocalisé, et c'est pas du tout le même contact avec des étudiants qui ont un peu choisi, un choix du cœur, une orientation, une discipline, parce qu'ils sont attirés par la communication, parce qu'ils sont attirés par le web, le numérique. Donc pas évident, un public aussi assez scolaire dans ses habitudes, et moi j'arrive avec l'envie de faire de la pédagogie active, participante, j'ai suivi pas mal de formations, et puis alors je rame, et puis quand arrive le coup près de la crise Covid, et puis du confinement, que vous vous retrouvez derrière un écran en visio, là c'est fini, ça vous achève, l'épuisement guette, d'autant plus quand vous êtes père, parce qu'entre-temps, j'ai 2 jeunes enfants qui sont arrivés, et que vous avez les enfants à la maison, autant dire que tout est au point mort, vous faites votre enseignement, la recherche, ça passe à la trappe. Je ne fais pas partie des chercheurs qui ont pu bénéficier de cette période pour pouvoir se concentrer à fond sur leur recherche parce qu'ils n'avaient plus d'autres sollicitations. Et puis sur le plan de Needle aussi, c'est une période à laquelle il est difficile de trouver des financements. Les réponses tardent, la crise Covid les retarde, et puis elles sont négatives parce que la crise Covid est passée par là et qu'il y a sans doute d'autres priorités pour les financeurs publics. Donc c'est une période un petit peu de traversée du désert, dont on sort grâce à une collaboration avec des élèves de l'école des Gobelins en expérience utilisateur, un groupe de 4 étudiants, l'école des Gobelins en formation continue, qui se passionnent pour Needle, qui choisissent ce projet parmi d'autres. Ils auraient pu en choisir un autre et le projet n'aurait pu trouver aucun groupe. Ils se passionnent tellement pour le projet qu'ils sortent majeurs de leur promo sur le sujet tutoré. Et ça remet un vrai coup de boost. Et puis leur maquette sous le bras, ça permet d'aller voir le ministère de la Culture et puis de décrocher un financement pour pouvoir développer la version que vous allez pouvoir tester grâce à un financement pour l'aide à l'innovation dans le secteur de la presse. Ça remet un coup de boost aussi à l'idée que Needle, il y a peut-être des applications
Voilà, il y a vraiment des applications possibles sur un plan économique et qu'il va falloir à un moment mouiller la chemise. Ce qui m'amène, cette fois-ci, en étant authentiquement incubé par l'incubateur Lorrain, à faire ce pas. Je ne sais pas si c'est un pas de côté, un grand saut ou quoi, mais ce pas vers l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé, la recherche, elle est difficile à financer. Et la recherche-création, d'autant plus en sciences humaines et sociales, quand vous avez des besoins de développement technologique. Ce n'est pas du tout les volumétries habituelles de nos appels à projets en sciences humaines et sociales. Donc c'était très difficile de concevoir que Needle puisse être pérennisé dans un cadre purement académique. Aujourd'hui, il faut jouer ce jeu-là, de la valorisation économique. Donc je me prête au jeu, et puis je découvre au passage, on va dire une recherche aussi à part entière, de devenir également entrepreneur. Et puis Needle, il a des applications concrètes, en fait, puisqu'on parle du quotidien des chercheurs, il peut être appliqué au quotidien des chercheurs. Ça peut nous servir, en tant que chercheurs, à animer nos collectifs. Aujourd'hui, on reçoit plein de newsletters avec des tripotés de liens hypertextes qu'on lit plus forcément, sur lesquels on clique plus forcément. Needle, en fait, permet dans des carnets de regrouper ces liens hypertextes et puis d'observer comment la communauté s'en saisit et pourquoi pas de faire des newsletters qui prennent du recul et qui mettent en valeur l'activité de la communauté autour de ces liens. Ça permet aussi de mieux partager nos propres sujets. J'ai voulu dans un laboratoire où on est peut-être 80 enseignants-chercheurs, 80 doctorants à la louche. C'est pas compliqué, hein. On a au mieux une image d'Épinal des sujets de recherche des uns et des autres. Moi, j'ai été très très longtemps avec l'étiquette bande dessinée, alors que bon, c'est un petit peu, c'est un peu réducteur et un petit peu à côté de la plaque. Avec Needle, eh bien, on pourrait se croiser de manière très organique, parce qu'à un moment, on a beau être dans des champs et des thématiques différentes, on a parfois besoin de la même méthodologie, on s'attache parfois aux mêmes ressources, on est parfois préoccupé par les mêmes sujets, et on pourrait se croiser de manière organique là-dessus et finalement faire connaissance et découvrir qu'on a des choses à développer ensemble, alors que sur le papier, ça ne semblait pas être le cas. Notamment autour des ressources bibliographiques, puisqu'on est dans une bibliothèque aujourd'hui. Typiquement, n'importe quel ouvrage, n'importe quel article peut être un point de rencontre. Sans le savoir, lorsque je referme un livre qui m'a passionné et que j'ai emprunté à la BU, j'ai croisé toutes ces personnes qui l'a peut-être passionné aussi. Et toutes ces personnes, si elles avaient été sur Needle, je pourrais interagir avec elles, je pourrais tout simplement découvrir les autres bouquins qui, dans les mêmes rayons de la même BU, pourraient peut-être m'intéresser à mon tour. Évidemment, tous ces outils que je viens de présenter, ils peuvent tout aussi bien outiller la formation, notamment à partir du master. On imagine tout à fait ces applications directement avec les étudiants. D'ailleurs, on a mené quelques expériences en ce sens avec des collègues. Et puis, c'est un outil pour les sciences participantes. On peut mettre une cohorte, des cohortes sur Needle en leur demandant expressément de marquer leurs intérêts sur tel ou tel sujet avec cet outil, et ça permet ensuite d'aller observer par graphe, par traitement des données, par visualisation, comment ça s'est passé, quelles sont leurs sources, et ainsi de suite. Ça nous amène aussi à réfléchir à d'autres manières de visualiser ces données, tout simplement parce que ce n'est pas un réseau social. Les graphes tels que je viens de les présenter, ils sont conçus pour des réseaux sociaux à la Facebook. Needle ne produit pas tout à fait la même chose, et donc on n'a pas forcément tout à fait encore les outils pour visualiser ce qui s'y passe. Et puis, dans les perspectives, on a une thèse qui débute maintenant d'ici quelques jours, interdisciplinaire, que je vais co-diriger avec un collègue du Lauria, donc laboratoire Lorrain de recherche en informatique et ses applications. Donc c'est une thèse qui va toucher à l'intelligence artificielle, mais qui va s'attacher à essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce qu'on peut parvenir à détecter, caractériser la sincérité des utilisateurs dans le partage des liens sur des réseaux. Il y a des applications directes à Needle, puisque sur Needle, finalement, on partage des liens et on ne partage que des liens. Il n'y a même pas forcément, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange. Est-ce qu'on peut être en mesure de trouver les utilisateurs qui sont peut-être un peu plus sincères avec ça? C'est une question qui va nous occuper et occuper ce doctorant pendant 3 ans. Voilà, je vous laisse avec l'adresse de Needle. Je pourrais vous partager quelques marque-pages si vous voulez garder une trace de cette adresse pour penser vous connecter à créer un compte et expérimenter les bêta-tests. Merci.